Salut, c'est Jordan et je vous souhaite la bienvenue dans Gimmick, c'est à mon tour de passer. On va décortiquer ensemble quelques tenues et aujourd'hui c'est le style Ivy League que je vous propose. Moi c'est un style que j'ai dans la peau, que j'ai dans le cœur, donc voilà, ça me fait un grand plaisir d'être là et je suis dans une forme olympique, attention. Alors Youssef envoie le générique, parce que ça va envoyer le générique, j'ai acheté une merde. Tout d'abord, pourquoi j'ai mis une casquette et des lunettes? Alors la casquette c'est parce que j'ai un bad hair day. Vous savez, c'est le moment où la chevelure se barre en live. Et les lunettes c'est parce que j'ai les cernes, voilà, je voulais vous le dire maintenant. Mais on mettra pas forcément ça dans la vidéo, Youssef. S'il te plaît. Alors commençons, l'Ivy League, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà, avant d'être un style, c'est quand même un groupe de 8 universités américaines dans le nord-est des États-Unis, composé de Yale, Harvard, Columbia, et d'autres. Mais donc l'Ivy League look, ou le style Ivy League, ce qui nous intéresse davantage, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est surtout, on peut penser à Paul Newman par exemple, l'acteur. Eh bien il l'incarne parfaitement, lui. C'est plus qu'une manière de s'habiller en fait, c'est une manière de se comporter, c'est une adhésion aussi aux valeurs de l'Amérique privilégiée du Nord-Est. Mais faut pas croire que c'était que porté par les WASP, il y avait aussi un acteur comme Sidney Poitier qui en était une figure, Mohamed Ali aussi, le sportif, et bien sûr Miles Davis, le jazzman. Mais bref, c'est pas le propos ici, j'ai créé un article assez long qui entre dans les détails de ce que c'est le style Ivy League sur un plan social, etc. Je vous le mets juste ici. Et vous allez voir que c'est assez différent du style prépi. On confond souvent les deux, hein, mais c'est pas pareil. Enfin, j'entre pas dans les détails, je vous laisse lire ça. S'il vous plaît, lisez-le. J'ai mis du temps quand même à l'écrire. Mais c'est aussi un style qui est véritablement inventif. Et il s'est créé en rupture avec les générations précédentes, un petit peu comme c'est souvent le cas avec la jeunesse. Et pour moi, ça n'engage que moi, mais c'est l'invention du casual chic. C'est même l'invention de la sprezzatura avant la sprezzatura. Je vais me faire des ennemis. Mais en tout cas, vous devriez vous en inspirer pour vos tenues, et puis on va voir ça ensemble avec les 5 tenues que je vous propose maintenant. La première tenue, eh bien là c'est vraiment une recette Ivy. Il y a tous les ingrédients, il a mélangé, il a mis tout ça sur lui, et ça donne cette tenue là. Bon, c'est très bien fait, enfin je trouve, je sais pas ce que vous en pensez. Alors du coup, les ingrédients de l'Ivy League, c'est presque là des symboles de ce style là. Vous avez d'abord le polo de rugby, qui porte le col relevé, pourquoi pas, ça je l'aurais pas fait. La chemise Oxford qui est juste en dessous, il l'a superposée un petit peu comme Drake le fait. Je sais pas si c'était quelque chose que les étudiants faisaient, mais franchement pourquoi pas. Le chino militaire, mais coupé en short, et les desert boots. Les desert boots, je les ai vus porter par notamment Andy Spade, qui est aussi une figure de la Ivy League, qui le porte très bien. Bien que je ne sache pas si vraiment les étudiants américains dans les années 20, 30, 40 et même après-guerre, 50, la portaient. Mais j'ai envie de croire que oui. Maintenant qu'on a vu toutes ces pièces-là, je vais revenir un petit peu après là-dessus, mais si on parle, puisque c'est un petit peu notre rôle de silhouette et d'harmonie des couleurs, d'harmonie des proportions, eh bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fonctionne très bien. On a le bleu ciel de la chemise qu'on voit pas d'abord, mais qui se marie bien avec, je sais pas si c'est du bleu marine dans les rayures du polo, violet, beige, taupe et le blanc. Le blanc est assez important ici parce qu'il fait vraiment une sorte de puits de lumière, on en a besoin je trouve à ce moment-là. Généralement c'est peut-être plutôt les sneakers qui sont blanches, mais là ce blanc de cette casquette apporte quelque chose, un peu de repos et en fait ça nous aide, ça aide l'œil à faire le point je trouve. Après bon, la forme de la casquette, ça c'est un autre débat, ça je suis pas trop sûr, mais en tout cas c'était utile de mettre cette couleur à ce moment-là. Je vais venir un petit peu sur chaque élément qui compose ce look. Le polo de rugby, pourquoi c'est un symbole de l'Ivy? D'ailleurs vous voyez que j'en ai mis un, hein, parce que c'était la vidéo, voilà. Eh bien c'est parce que ça fait partie du sport en tant que tel, et il faut savoir que les Ivy Leaguers puisaient beaucoup de leurs vêtements dans l'univers sportif. Pourquoi? Parce que c'était un milieu universitaire très compétitif. Et que justement le sport était aussi le symbole de cette compétition qu'ils sortaient des classes pour mettre sur le terrain de foot, de rugby, etc. Mais ça vous aura pas échappé que le polo de rugby vient plutôt de l'Angleterre. Oui, mais les cultures sont poreuses, et d'ailleurs après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, il va y avoir plutôt des échanges sportifs entre l'Amérique et le Royaume-Uni, et en fait les Américains, les étudiants américains, je peux y arriver, vont piquer
ce petit élément là du vestiaire sportif anglais pour ensuite eh bien l'amener chez eux, en plus de la pratique sportive du rugby. Voilà, et vous allez voir que ça va pas être le seul élément qu'ils vont piquer à leurs cousins anglais. Les Desert Boots maintenant, je sais pas vous, mais moi j'ai un petit faible pour les chaussures semi-montantes comme ça avec un short. Bon, ça n'engage que moi, hein. Vous pouvez ne pas aimer ça du tout, mais je sais pas, c'est... Ouais, ça me plaît, moi. Je sais pas vous, mais c'est pas forcément explicable. Est-ce que vous savez pourquoi vous préférez le nappage caramel sur un McFlurry? Vous savez pas. Bah, moi non plus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur les Desert Boots. Et ensuite sur le short. Alors, là il y a d'autres choses à dire. En fait, c'est un chino militaire. Là, celui qu'il porte, c'est un vintage qui doit dater des années 50 par exemple. Et en fait, ce chino-là, il l'a coupé lui-même au ciseau. Vous allez me dire, c'est peut-être c'est anodin, ça n'a rien à voir avec le style Ivy League. Alors, moi j'y vois quelque chose, justement, cet esprit de débrouille là, de prendre une paire de ciseaux et de couper justement le short. Et ben, je vois justement tout l'esprit de l'Ivy League ici. Parce que vous allez voir aussi par plusieurs éléments ensuite que, comme je vous disais, c'était plus un état d'esprit qu'une manière de s'habiller. Par exemple, le matin, les étudiants, plutôt que de vouloir faire leur essai, enfilent leurs mocassins comme ça avec les chaussettes qu'ils avaient la veille ou ce genre. C'est vraiment, il y a ce côté très nonchalant et je retrouve cette nonchalance dans ce coup de ciseau comme ça. On aurait pu faire un ourlet, on aurait pu faire un revers, et ben non, on laisse comme ça, on fait un coup de ciseau et puis on verra bien quoi. Donc pour résumer, il y a une accumulation là, de symboles Ivy. Attention bien sûr à, si on veut reproduire ça, si on veut accumuler pas mal de vêtements de ce style-là, il faut faire attention à ne pas être déguisé en parfait étudiant américain des années 30 ou 50. En fait, il y a une astuce qui est toute simple, c'est qu'il ne faut pas que ce soit trop propre. Il faut que vous preniez vos vêtements eh bien, plutôt vintage par exemple. Faut pas qu'il soit hyper bien repassé. Par exemple, la chemise Oxford, si elle a un petit peu vécu, si elle est élimée au col, si elle est un petit peu froissée, c'est pas grave. Ce sera une manière de vous approprier cette tenue-là. Voilà. Et ça me fait une transition parfaite, enfin, parfaite, c'est pas à moi de le dire, mais avec la tenue 2. Parce que justement, là c'est Ethan Dessous, sur Instagram. C'est une personne américaine, je crois, ou anglais, je sais plus, il va m'en vouloir, qui vit au Japon et qui a une marque qui s'appelle Brycelands & Co, je crois. Et en fait, c'est un grand fan du style Ivy League, on peut le dire, et puis de l'Americana. En règle générale, il porte beaucoup de denim, mais bon, c'est pas le propos. Je dis que c'est la transition parfaite avec ce monsieur parce que justement, lui, c'est un bon exemple d'une personne qui s'approprie le style Ivy League. Il va, vous voyez le chino, il est un petit peu froissé, il a vécu, c'est pareil, les chaussures elles sont pas toutes neuves, on sent que c'est quelqu'un qui vit dans ses vêtements. Et ça c'est la plus grande leçon qu'on puisse tirer, en dehors de tous les styles, Ivy League, je sais pas quoi. Si on a l'impression que vous vivez dans vos vêtements, que vous les portez de manière sincère, bah, vous avez gagné. Voilà, la vidéo peut s'arrêter, vous avez gagné. Mais je vais quand même un petit peu l'expliquer, ou tenter en tout cas d'éclairer certaines choses. Ça, c'est une version plus habillée, ça vous aura pas échappé, que la version précédente. Mais donc, il y a toujours ce je ne sais quoi de débraillé qui me fait d'ailleurs, qui me rappelle aussi, ben là, je prête à tout hein, on y revient. Typiquement, c'est le genre de tenue que les étudiants des années 50 vont porter. Peut-être que la cravate, ils l'enlèvent pour les moments où ils vont en cours, mais peut-être qu'ils la mettent justement le dimanche pour aller à l'église. Et ça, sur les campus américains, vous trouviez des étudiants habillés comme ça en semaine. Et en fait, c'est pour moi, avec ce genre de tenue-là, que le casual chic a été inventé. Puisque ça, c'était en fait inédit. Des dépareillés comme ça, avec des mocassins notamment, c'était assez inédit. Si on entre dans les détails, vous avez la chemise Oxford, c'est... Pour nous, maintenant, ça paraît un petit peu habillé, mais en fait, c'était très décontracté à l'époque. C'est presque la plus décontractée des chemises. Vous avez le blazer, qui est informel, qui va tirer plutôt vers le casual, vers le décontracté, parce que c'est beaucoup moins formel qu'un costume, et qu'on portait plutôt le costume à cette époque-là. Vous avez le chino, qui est lui complètement casual. Vous avez les mocassins, qui sont casual pour l'époque. Je sais qu'on me dit souvent que les mocassins, c'est plutôt des chaussures en cuir, donc c'est formel, mais pas du tout, pour moi, vraiment pas. Et donc c'est du casual, mais qui va tirer légèrement vers l'habillé, c'est pas des sneakers quoi. Donc ça on est d'accord. C'est donc l'exact opposé du blazer, ce que je vous disais. Et on a une cravate qui est dans un registre formel, mais c'est pas la plus formelle des cravates. Et c'est ça l'art de l'Ivy League. C'est d'aller justement,
comment dire, jouer avec plusieurs poids, plusieurs registres et aller en faire quelque chose de cohérent, un tout cohérent. Donc ce qui est très formel, le rendre un petit peu plus décontracté, ce qui est très décontracté, aller le rendre plus formel et ensuite faire une silhouette cohérente avec ça. En fait, c'est l'art de la décontraction vestimentaire, mais chic. Et c'est l'art des associations inédites. En parlant d'inédit justement, eh bien regardez-moi ce chino militaire. On peut se dire d'abord qu'il n'a pas sa place dans une cour d'université. Oui, parce que c'est un chino militaire. Même si aujourd'hui on est habitué à voir le chino porté de manière eh bien, élégante, c'était pas du tout le cas à cette époque. Alors pourquoi on le retrouve dans le style Ivy League? Et ça c'est intéressant. C'est à cause de la GI Bill de 44. Et cette GI Bill en fait c'est une loi qui va financer et qui va aider au financement des études universitaires des soldats américains. Et les soldats américains, quand ils débarquent dans les universités de l'Ivy League, qu'est-ce qu'ils apportent avec eux dans leur valise? Ils apportent le chino. Ils apportent d'autres choses, mais le chino est un petit peu ce qui reste et ce qui va s'ancrer dans le style Ivy League. Voilà, ceci explique cela. Il le porte avec une taille un peu haute, un petit peu ample aussi, c'est vraiment, il le porte comme les militaires le portaient, il faut du mouvement, donc il le porte comme ça. Et je suis de cette école, je suis d'accord avec lui bien sûr, mais ça peut se porter aussi, ajusté, pas trop, parce que c'est vrai que le style Ivy League quand même fait la part belle à un petit peu d'ampleur, voilà. Donc voilà pour de l'inédit, et je continue avec un petit peu d'inédit, c'est les mocassins. Et oui, parce qu'à l'époque on les portait pas forcément avec dans ce style de tenue là, et d'ailleurs c'est en 36 que Bass, donc de la célèbre marque J.H. Bass, les a importés, disons, ou alors les a travaillés, transformés, et les a livrés aux Américains qui s'en sont emparés, d'abord par les étudiants américains, on ne sait pas pourquoi, enfin je ne sais pas pourquoi, mais ils ont proliféré dans les universités américaines, peut-être à Yale d'abord, je dirais que c'est là, mais c'est un petit peu au pif, hein, ça n'engage que moi aussi. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont été adoptés tout de suite, dans le style. Moi, à mon avis, c'est parce qu'ils sont très faciles à enfiler, et que le matin, vous vous levez, vous mettez les pieds dedans et vous partez. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est un élément très important du style Ivy League, c'est cette facilité, donc la nonchalance, etc. dont je parlais. Et pour moi, les mocassins, c'est les plus faciles à enfiler, c'est la plus facile des chaussures. Et je voudrais dire un dernier mot sur cette tenue par l'intermédiaire de la cravate. Regardez bien la cravate. En fait, vous voyez qu'elle est à rayures. Bon, jusque là, on peut se dire, bah, c'est juste une cravate à rayures. Mais il faut savoir qu'avec le style Ivy League, les détails sont importants. Les détails sont importants sur l'ensemble des vêtements qu'ils portent. Et là, cette cravate, c'est une rep tie, R-E-2-P. Ça, en fait, ça fait référence au mot français rep, R-E-P-S, qui désigne un tissu un petit peu épais qu'on servait dans l'ameublement, plutôt pour le mobilier. Voilà, vous savez maintenant, vous vous coucherez moins bête. Et pourquoi je parle de détails? Parce qu'en fait, ça aussi, c'est un emprunt aux militaires britanniques qui avaient ce genre de cravate. C'était des regimental ties et en fait, selon la couleur des rayures, ça voulait dire qu'on était de tel régiment ou tel autre. Voilà. Les universités américaines s'en sont emparées, mais ils ont ajouté quelque chose, ou plutôt ils l'ont transformé, puisqu'ils ont changé le sens des rayures. Et là, vous voyez que les rayures, elles vont de l'épaule gauche au flanc droit. Et même si on pourrait se dire, ah oui, du coup, comme il est dans un style Ivy League, c'est une cravate américaine, perdu. Elle est anglaise. Voilà, c'est tout. Petit détail. C'est peut-être un petit peu, justement, l'irrévérence de Essel Newton. Il vous dit, je suis habillé comme un Américain. Regardez mieux. Regardez ma cravate. Voilà, c'est tout sur Ethan. Passons à la troisième tenue. Cet homme-là, je suis son compte Instagram et je veux dire que j'adore absolument tout. Il s'affiche quelque part, j'arrive plus à le prononcer, je sais plus comment on le prononce. Et je crois bien qu'il est justement professeur d'université. On parle d'université, et bah lui c'est un prof de géo ou d'histoire, je sais pas, j'aurais dû vérifier ma source, mais voilà, ça me paraissait sympa de le dire, c'est tout. Et je lui tire mon chapeau parce que toutes les tenues qu'il fait sont très inspirantes. Voilà. Là, vous avez de l'Ivy League, ça pue l'Ivy League à plein nez. Je vais détailler un petit peu, en fait, les trois pièces peuvent se réclamer de ce style-là. Les mocassins, bien sûr, dont on voit les chaussettes invisibles, pas si invisibles que ça, du coup. Vous avez ensuite la pop-over shirt, qu'on pourrait traduire en français par chemise, qui surgit dessus. Mais bon, ça fait un peu long à écrire sur une étiquette. Donc pop-over shirt, c'est plus vendeur. Elle est en chambray, je pense. Ce qui la rapproche du style Ivy League, c'est le côté col américain, le button-down collar, qui est vraiment là, oui, qui est un symbole du style Ivy League.
Après, le fait qu'elle soit pop-over, ça la rapproche plutôt du sport, presque du polo en fait. Elle a aussi des poches sur la poitrine, elle est faite en chambray. Je sais pas si les étudiants américains portaient le chambray. Pourquoi pas, ils portaient donc plutôt l'Oxford sur des chemises, mais en tout cas, si elle n'est pas un symbole aussi fort que l'Ivy League, que la chemise Oxford pour l'Ivy League, à mon avis, elle y entre quand même pas mal. Je serais pas du tout étonné de voir les étudiants américains porter ça. Et vous avez évidemment ce qui saute aux yeux, ce qui saute à la gorge tout de suite, c'est le pantalon. Là, vous avez un pantalon qui est à motif, ça ne vous aura pas échappé, et ce motif, ça s'appelle le madras, ou le madras. En fait, c'est le motif le plus audacieux qu'on puisse trouver dans le style Ivy League, et peut-être même le motif le plus audacieux de l'histoire de tous les motifs. Je vais vous raconter un petit peu son histoire, mais très brièvement, parce que vous allez vous endormir sinon. En fait, le madras a une origine coloniale. C'est pas un motif qu'on trouvait aux États-Unis, pas du tout. C'était un motif qu'on trouvait en Inde. C'était des tissus de soie et de coton qui étaient donc tissés pour former ce motif-là. Et en fait, eh bien, les Anglais, encore, les cousins, les fameux cousins auxquels on pique tout, eh bien, occupaient l'Inde et en fait, ont rapporté ce tissu-là qu'ils ont trouvé très léger, respirant et très beau sûrement aussi. Et ils les ont rapportés aux Bahamas, notamment. Là où en fait c'était un territoire qui était aussi sous contrôle britannique. Et je vous le donne en mille, qui va en vacances aux Bahamas? Eh ben les Américains, les étudiants américains justement, privilégiés de ces universités américaines de l'Europe de l'Est. Qu'est-ce que de l'Europe de l'Est? Du nord-est des États-Unis bien sûr. Et du coup, le madras, eh bien, ils l'apportent avec eux. Ils l'apportent dans leurs universités et ils le portent. Et en fait, les fournisseurs, les marques comme Brooks Brothers, Gant, J-Press vont un petit peu voir que ce tissu plaît aux étudiants américains et vont se mettre à faire des pièces avec ce motif-là. Donc vous allez avoir des chemises, vous allez avoir des vestes, beaucoup, des pantalons, principalement. Avec ce motif, il y a une nouvelle lecture qu'on peut apporter au style Ivy League. Parce qu'on a vu que c'était plutôt de la discrétion dans les couleurs quand même, une certaine tempérance, des couleurs faciles, je l'ai dit, de l'aisance, un petit peu de nonchalance, voilà. Mais là, ce qu'on voit avec ce motif madras, c'est que vous avez en plus de l'irrévérence, vous avez de l'exubérance. Pour moi, c'est une sorte d'affirmation du groupe par le vêtement. Et ça, c'est assez inédit. Vous avez un groupe qui est suffisamment fort pour entrer en contradiction avec les générations précédentes et qui se dit bah nous on va porter ce qu'on veut. Et ça, ce qu'il faut voir aussi, c'est que c'est la naissance de ce qu'on appelle le go to hell look. C'est la tenue de allez vous faire voir. La tenue, je mets bien ce que je veux. Si j'ai envie de porter une chemise rose avec un nœud papillon et un blazer pour aller dans une cérémonie, et ben je fais ce que je veux. Et pour moi, ce motif-là, le madras, c'est vraiment ça aussi qui dit ici. C'est un peu c'est le début de ce go to hell look. Bon, au-delà de ça, c'est une tenue qui est très harmonieuse. Hein. Toutes les couleurs sont belles ensemble. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. Bien sûr, il faut assumer ce pantalon, mais regardez-le, il a l'air de bien assumer le pantalon là avec son chien, son café en terrasse. Ah, les terrasses. Rendez-nous les terrasses. Ah, mais c'est aujourd'hui les terrasses. Eh ben j'y vais. Passons à la tenue 4 maintenant, si je compte bien. Alors là, j'ai voulu vous prendre une photo de tenue, enfin d'époque, parce que là, c'est vraiment une photo sur un campus, il faudra que je vous mette les détails, dans les années 50 plutôt. Et donc là, vous avez une vision réelle de ce qu'il portait, mais ce sont des exemples. Et je vais pas forcément vous prendre là une tenue que je vais détailler, décortiquer, mais plutôt plusieurs. On va commencer par l'arrière-plan, ce qui s'y passe. Vous voyez deux personnes là qui sont, alors l'un est en jean, l'autre est en chino, et ils ont tous les deux des blousons un petit peu similaires, des blousons courts, sportifs, un petit peu comme la Harrington Jacket ou la Varsity Jacket. Bon, cela c'est plutôt une forme de bomber et même on sait pas trop de quelle marque c'est, ou alors est-ce que c'est plutôt leur club sportif qui les leur ont donné. On sait pas trop. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est la présence tout simplement de ce blouson là qui va être
quelque chose qui va symboliser la jeunesse en fait. Le blouson Harrington, même si c'en est pas un là, mais c'est kiff kiff, a été porté par James Dean dans Rebel Without a Cause par exemple, et aussi à cette même époque il est porté par Elvis Presley, il est porté par Steve McQueen, enfin voilà, c'est un blouson qui... et on sait pas trop si c'est les étudiants américains qui ont commencé à le populariser, mais je pense que oui. J'ai envie d'y croire en tout cas, il commence à le porter, et ensuite vous avez le cinéma qui s'en empare, et après ça gagne toute la société américaine en fait qui va commencer à imiter ces gens-là. Moi je pense que les étudiants américains étaient véritablement des icônes de mode, et les premières à mon avis icônes de mode de l'histoire, tout simplement. Ce serait facile à imiter, vous êtes d'accord? Imiter ce look là derrière par exemple à gauche notamment. Vous avez un jean 501 droit, vous avez des sneakers avec des chaussettes claires, un petit peu de sport quoi, et vous avez un t-shirt, bleu marine pourquoi pas, avec une veste comme ça sportive, un Harrington jacket, qui est de couleur claire. Un dimanche à la cool, franchement, moi je m'y vois, hein. C'est trop simple. On note maintenant que l'ampleur n'était pas forcément une règle. Voilà. On a tendance à penser qu'avant on portait tout très grand, etc. Eh bien, si vous observez maintenant le jeune homme en premier plan et que vous observez ce jean blanc, vous verrez qu'il est quand même bien moulant à certaines parties. Voilà, c'est juste une observation comme ça. Ne pas croire que avant on portait les pantalons très longs, très amples, etc. Non, les modes justement, elles passent et on les oublie en fait au fur et à mesure. Mais là, vous avez quelqu'un qui a un pantalon qui est très ajusté, qui est slim vraiment, mais presque skinny même, et qui porte aussi le pantalon très court, feu de plancher. Bon ça c'était ce pantalon comme ça, feu de plancher, ça c'était là aussi une des marques du style Ivy League, enfin on le voyait souvent. Il y a deux choses qui me sautent aux yeux, qui sont intéressantes sur cette personne devant, c'est son sweater, son pull, marqué de ce P brodé en rouge. Bon, c'est pas parce qu'il s'appelle Patrick, c'est parce qu'il est sûrement de l'université Princeton, donc là vous avez... à force de porter ça, en fait, c'est devenu, dans l'imaginaire collectif, même mondial, en fait, un symbole de cool. Ces sweats-là avec l'université, je pense que maintenant toutes les universités du monde copient un petit peu ça, et eh bien ça vient de là. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez copier aussi, vous avez des friperies qui vendent ce genre de sweatshirt, parfois pour très cher d'ailleurs, et parfois quand c'est des universités très réputé, ça se vend très cher, et puis sinon, pour une bouchée de pain, vous avez d'autres un petit peu moins connues et prestigieuses, mais bon voilà, l'idée c'est de se l'approprier. Et la deuxième chose, donc je disais, qui me saute aux yeux, ce sont les chaussettes blanches avec les mocassins. Bah là, on peut pas les louper. Là, clairement, je sais que moi j'ai pu faire ça, commettre ça quelques fois, et on m'a souvent... Alors il y a la police du style instantanément qui arrive et qui dit que c'est impossible de faire ça, que c'est contraire à toutes les règles d'élégance. Eh bien, oui, peut-être, mais je suis pas le seul à le faire. La preuve, il y en a qui étaient là bien avant moi, et en fait, c'est un peu les inventeurs, ou disons ceux qui ont popularisé cette pratique de porter la chaussette blanche avec des mocassins. Mais c'est pas n'importe quelle chaussette en fait, c'est la chaussette de sport. C'est parce que les chaussettes de sport sont faciles à nettoyer et que c'est la chaussette qu'ils portent le plus souvent en fait les étudiants américains. Et par facilité, eh bien comme ils ont cette paire de chaussettes, ils l'enfilent et le matin, ils mettent leur mocassin et ils partent en cours. En fait, il faut voir que surtout cette espèce de flamboyance au niveau du style, la chaussette blanche comme ça, portée en contraste fort avec les mocassins, ça vient d'une certaine flemme ou alors d'un certain état d'esprit qui va justement privilégier l'action et le fait de se dire allez, j'ai pas de temps à perdre, j'enfile mes chaussettes, je sors, il y a d'autres choses plus importantes, quoi. Donc c'est vraiment cette nonchalance là qui va déboucher sur ce type de port de vêtements. Attention, si vous voulez porter la chaussette blanche avec des mocassins, peut-être imiter cette personne avec un jean blanc, quoique c'est pas le plus facile à faire, mais au moins c'est dans la continuité, ou peut-être avec un chino beige. Et surtout, la chaussette ne devrait pas être blanche, elle devrait être plutôt blanc cassé, voire beige clair ou écru. C'est beaucoup plus facile de faire ça. Voilà, c'était mon petit conseil. Ah oui, et pour les varsity jackets, Harrington, jacket, bomber, etc., n'hésitez pas à regarder en friperie, parce que là vous en avez beaucoup, dans un coton très léger souvent, parfois dans des couleurs un petit peu sympas, du jaune pâle, du rouge même, comme James Dean, et comme ça vous pourrez tester sans dépenser trop d'argent. Voilà.
Allez, on passe à la suivante. Maintenant, un compatriote. Side Adjuster. Ou Side Adjuster, comme on pourrait dire en bon français. J'aime beaucoup, je dois le confesser, un peu comme je l'ai fait précédemment avec une autre personne, j'aime beaucoup les tenues de Stéphane. J'y vois beaucoup de créativité, il y a un goût du risque, et je pense que justement, il a cet esprit Ivy League, même quand il fait pas de l'Ivy League, eh bien il l'a, et cet esprit qui consiste à dire, eh bien, je porte ça, ok. Et vous allez faire quoi? Voilà, c'est de l'irrévérence, mais c'est plutôt sain, parce que c'est simplement un message qu'on adresse aux autres, de dire bah faites ce que vous voulez, habillez-vous comme vous voulez, essayez d'aller à fond dans votre délire, si les autres le perçoivent comme un délire, et c'est pas grave. Et voilà, je tire mon chapeau à Stéphane parce que voilà, je m'y identifie bien et je trouve qu'il en faut plus des gens comme ça. Bref, ici je parle de lui. D'abord parce qu'il s'inspire du vestiaire américain typique, de l'Americana, et l'Ivy League n'y échappe pas. Dans cette somptueuse tenue très colorée, eh bien on a déjà quand même ce qui saute aux yeux, bah, c'est l'association des deux chemises, jaune pour celle du dessous et marron, orange plutôt pour celle du dessus. Juste là en passant, ces couleurs font un rappel avec la petite couture justement en point de chaînette du jean. Même si c'est pas fait exprès, je pense, c'est bien joué, et en même temps, ça prouve bien qu'il comprend en fait les pièces qu'il assemble ensemble. C'est juste. Et que ces petits liserés jaunes, bah, peut-être que inconsciemment, c'est un peu ça qui l'a fait penser à associer ce denim avec du jaune et du orange, par exemple. Voilà, c'est une sorte de lecture globale de la pièce. Bon, très bien. Ce qui fait Ivy League, bien sûr, d'abord, c'est cette chemise Oxford jaune. Et il faut pas croire qu'il ne portait que des chemises blanches ou bleues. Non, justement, j'ai parlé du Go to Hell look. Et dans ce Go to Hell look, il portait des chemises Oxford toujours, mais rose, jaune. Ça, c'était, il y avait du vert aussi, et donc du bleu, du blanc, je l'ai dit. C'est un petit peu les couleurs que les marques vendaient le plus. Voilà. Pour sortir de la Ivy League et parler simplement de tenue, moi je trouve que ça va très bien ensemble. Ce jaune-là avec cet orange qui est suffisamment sombre pour le mettre en valeur et pour pas qu'on ait l'impression que les deux couleurs frottent en quelque sorte. Et ce que je voudrais dire aussi sur le jaune, c'est que c'est une couleur qui est sous-estimée, surtout sur une chemise. Je m'explique, c'est qu'il y a beaucoup d'autres couleurs qu'on ne suspecte pas, qui tirent sur le jaune légèrement. Bon, bien sûr, vous avez ce marron-orange qui, sans l'ombre d'un doute, tire sur le jaune, mais par exemple, plus étonnant, la casquette qu'il porte. Eh bien, c'est un vert, mais on y décèle quand même des traces de jaune. Il y a beaucoup de vert comme ça. Soit le vert va tirer sur du bleu plutôt, ou rouge même, soit il va tirer sur du jaune. Et là, c'est plutôt le jaune. Et du coup, avec ça, vous pouvez facilement associer les couleurs ensemble. Les couleurs, c'est très important. Il faut les regarder et voir leur subtilité, voir là où elles nous mènent, et ensuite, quand vous sentez ça, eh bien là, vous savez vers quelle couleur vous pouvez aller pour les associer entre elles. Voilà, c'est grosso modo ce que je voulais vous dire sur cette tenue. On a surtout l'Oxford, il y a quand même le jean 501 qui n'est pas constitutif du vestiaire de l'Ivy League à proprement parler, mais c'est l'Americana pur, et ça y fait écho. Disons que des figures et des acteurs qu'on pourrait réclamer de l'Ivy League, comme James Dean notamment, ou même Marlon Brando, vont aller vers ce type de pièces-là. Donc on est dans quelque chose de proche, c'est le style américain, l'Americana, tout simplement. Une dernière chose, c'est les sneakers, ce sont des Converse. Je sais pas si on portait beaucoup de Converse sur les universités américaines, je sais qu'on portait des sneakers. Et que c'est justement là qu'on a commencé à les porter de manière dans le casual chic. C'est pour ça que je dis que c'est les inventeurs du casual chic aussi. C'est un élément de plus. Donc ce que fait Stéphane ici, c'est tout à fait cohérent. Et aussi, pour finir cette fois, vraiment, il y a le tote bag, qui est un tote bag LL Bean. Et là, c'est pareil, hein, LL Bean, c'est une marque qui est vraiment c'est une marque phare de l'Americana. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est hyper cohérent et que c'est une manière très contemporaine de porter le style américain. Et encore une fois, je vous encourage à aller plutôt chercher ces pièces-là dans des friperies. Vous pouvez les prendre neuves, bien sûr, mais déjà vous allez faire des économies, aller trouver la petite chemise en Oxford, que ce soit façonnable par exemple, c'est une marque française, Gant, Brooks Brothers, pour pas trop cher, alors ça dépend lesquels hein, bien sûr, et puis comme ça vous allez pouvoir tester plein de choses, les intégrer dans votre vestiaire avec des dénimes, avec des chinos, etc. Voilà, je vous y encourage, et puis surtout parce que ça donne aussi l'impression que vous avez toujours porté ces vêtements-là. Dès que vous les achetez, eh bien, même s'ils ont appartenu à quelqu'un d'autre, eh bien, quand vous les mettez sur vous, ils n'appartiennent plus qu'à vous.
C'est ça le paradoxe du vintage, le beau paradoxe du vintage. Donc je vous encourage à, maintenant qu'on peut, à pousser la porte d'une friperie. Voilà, c'était mes 5 tenues pour un style Ivy League. Je voulais absolument mettre des Japonais, vous montrer à quel point les Japonais sont les nouveaux maîtres du style Ivy League. Et ça, c'est pas par hasard. Vous avez la longue histoire justement entre le Japon et l'Amérique d'un point de vue style vestimentaire qui a été raconté par David Marks dans Ametora. Comment les Japonais ont sauvé le style américain. Je vous conseille la lecture, c'est fabuleux, vous y apprenez énormément d'anecdotes et voilà, je vous y encourage. Parmi ceux qui peuvent vous inspirer le plus sur le style Ivy League, vous avez Shuei Nishiguchi bien sûr, Yasuto Kamoshita, ok, et je vais vous en citer plusieurs autres en dessous pour que vous puissiez faire vos recherches si le style Ivy League vous plaît. Pour ma part et pour finir, je voudrais simplement vous mettre en garde contre l'attitude qui consiste à vouloir porter toute la panoplie de l'Ivy League en fait. L'Ivy League, plus qu'un style, plus que des cases à cocher, c'est pour moi une manière d'approcher la silhouette en fait. Il faut absolument qu'il y ait une pointe de nonchalance, ou disons beaucoup de nonchalance, du décontracté que vous mêlez avec des choses plus formelles comme des blazers par exemple, et cravate pourquoi pas. Et ensuite, il faut une pointe, là, une touche d'irrévérence, justement, avec les motifs, avec la couleur par exemple. C'est surtout ça. Et en fait, si on voit ça comme une philosophie plus que, comme je vous disais, des cases à cocher, eh bien toutes les tenues, même sans avoir des vêtements qui sont proprement de l'Ivy League, peuvent s'en réclamer. Par exemple, si vous portez un costume bleu marine à un mariage, bon, ça fait pas partie de la panoplie de l'Ivy League, justement. Mais que vous mettez une cravate, et que vous mettez aussi une chemise avec un col boutonné américain. Et si maintenant, simplement vous déboutonnez un petit peu le col américain, voilà, là vous y êtes. Là vous êtes dans la philosophie. Et si vous portez le costume avec des mocassins, alors là je dis bravo, c'est tout. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui est sûr, c'est que le style Ivy League est à la fois un espace d'expression vestimentaire ludique et vraiment contemporain. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, c'était Jordan et j'étais ravi de vous parler du style Ivy League. J'espère que vous avez vu la passion qui m'anime. Je vous invite à partager cette vidéo si vous avez des gens que ça peut intéresser, de mettre un pouce bleu bien sûr. Et moi, il me suffit de vous dire à bientôt. Salut!